gestuelle, une dysmorphie faciale, des caries nombreuses, une hyperlaxité ligamentaire, une dislocation des hanches également possible. Donc, littérature, les types autosomiques récessifs d'une létalité va montrer les formes autosomiques dominantes qui ne sont pas associées vraiment à des atteintes viscérales d'évolution mineure, espérance de vie jusqu'à 72 ans qui va rejoindre la population générale. Et un petit, on va juste, ça c'est peut-être pour les endocrinopédiatres futurs, donc il faut savoir que c'est cutis laxa est associé à des anomalies métaboliques dans certaines formes. C'est ce qu'on observe dans le syndrome de la corne occipitale où il y a une anomalie du métabolisme du cuivre. On avait dit que la radio va se faire par la radio du crâne, donc le diagnostic radio du crâne pour rechercher cette exostose de la corne occipitale. Il y a les types autosomiques récessifs 2A et 2B qui sont associés à des anomalies de la glycosylation et des anomalies de la synthèse des aminoacides. Donc, tout ça, c'est des maladies, le syndrome de Barcy, c'est des maladies qui peuvent donner, métaboliques, qui peuvent donner des anomalies, des manifestations dermatologiques à type de cutis laxa. Donc, il faut y penser quand on a des signes extradermatologiques évocateurs et il faut savoir les doser parce que peut-être avec le régime, les malades peuvent avoir une meilleure survie. Donc, le diagnostic, s'agissant du diagnostic et de la prise en charge du cutis laxa en général, il faut d'abord faire le suspecter devant l'aspect clinique, peau lâche, ridée, aspect vieilli, vieillissement prématuré. Donc, il faut confirmer le type, c'est-à-dire est-ce que c'est autosomique dominante, est-ce que c'est autosomique récessive, pour justement évaluer le pronostic du malade, parce que c'est en précisant le type qu'on peut évaluer le pronostic du malade. Donc, et ceci est difficile, mais ça doit être confié par une étude pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est pas des malades que moi je vais gérer seul en tant que dermatopédiatre, c'est pas un malade que le pédiatre va gérer seul, mais c'est des malades qui doivent être gérés par une équipe pluridisciplinaire parce que c'est en faisant la cohésion de tous les signes qu'ils ont, de toutes les manifestations qu'ils ont, qu'on pourra faire le diagnostic clinique, qu'on pourra faire la suspicion du diagnostic génétique et qu'on pourra faire peut-être dans le futur, qu'on pourra doser l'anomalie génétique parce que vous avez vu qu'on a une mutation qui sont responsables de ce cutis laxa. Donc, il faudra orienter l'analyse génétique par un bon examen clinique pour pouvoir doser les anomalies génétiques qui sont à notre portée. La biopsie cutanée n'est pas indispensable pour le diagnostic. La microscopie électronique également. Donc, le diagnostic moléculaire est du domaine de la recherche, certes, mais ça reste le seul élément qui permette de faire le diagnostic positif de quel type de cutis laxa. Par contre, on peut suivre le malade, on peut dire que c'est une forme autosomique dominante, risque moindre d'atteinte viscérale, donc on est à l'abri forme autosomique récessive ou liée à l'X, c'est d'autres atteintes viscérales, rupture vasculaire, pneumothorax, c'est des malades à suivre de manière rapprochée et lorsqu'il y a ces accidents-là, c'est aussi des chirurgies encadrées ou bien des thérapeutiques encadrées par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes. Donc, les principes du traitement ainsi vont être des corrections chirurgicales itératives, limiter l'aspect de vieillissement prématuré sur le visage, donc chirurgie esthétique, hein, ce qu'on ne fait pas habituellement, sauf si vraiment, parce qu'il y a certains malades vraiment, mais c'est des malades à ne pas toucher parce qu'il y a également ce risque-là. C'est vraiment des choses qui se discutent. Des injections de toxines botuliniques, mais ça n'a que des effets transitoires. Donc aussi, il faut discuter les effets secondaires et tout. Vraiment, équipe pluridisciplinaire qui doit discuter cela. Les atteintes viscérales relèvent d'une prise en charge également hautement spécialisée par des équipes qui ont l'habitude de suivre et de prendre en charge ces genres de malades.
Une autre pathologie du tissu élastique qu'on va voir plus bénigne, donc le syndrome de Busch-Ollendorff, vraiment c'est une pathologie du tissu élastique qui est bénigne. On le diagnostique, on ne fait rien parce que le malade ne risque rien du tout. Il n'y a que l'atteinte cutanée, l'atteinte ostéo-articulaire et puis le malade vit avec ça sans problème. Parfois, il ne sent même pas le besoin de venir consulter quand il a ça jusqu'à l'âge adulte parce qu'il se dit j'ai ça depuis ma naissance, donc ça ne me gêne pas, je ne viens pas. Mais souvent chez les enfants, c'est les mamans qui ont le besoin, ils voient les lésions, ils s'inquiètent, ils viennent à l'hôpital pour avoir un diagnostic. Appelé avant dermatofibrose lenticulaire disséminée par ses descripteurs Busch et Ollendorff en 1928, elle est de transmission autosomique dominante. Il associe des lésions cutanées et des lésions osseuses qu'on appelle l'ostéopoïcilie. Les lésions cutanées sont à type de petites papes de couleur peau, à peine jaunâtre, donc de forme ovalaire, orientées selon les lignes de tension cutanée, regroupées en placards parfois, à la face postérieure des cuisses, des fesses, de l'abdomen, le visage est en général épargné. Il y a une absence de relâchement cutané et ça débute dans l'enfance en général. La biopsie cutanée peut montrer une augmentation ou anastomosée sans cassure. Donc, c'est ce qui le différencie vraiment du pseudoxanthome élastique parce qu'on avait dit que pseudoxanthome élastique également, c'est papule asymptomatique. Donc, on peut évoquer devant ces papules aussi Busch-Ollendorff, mais on ne voit pas la fragmentation dans ce Busch-Ollendorff. La microscopie électronique peut montrer une augmentation des fibres élastiques, mais la composition, il y a une élastine très abondante et une rareté des microfibrilles. Les lésions osseuses décrites sont appelées l'ostéopoïcilie. Elles sont asymptomatiques, ça veut dire qu'on ne le voit que sur une radio systématique. Ça ne crée pas de douleur, ça ne fait rien du tout, mais lorsqu'on fait la radio, on les voit sous forme de